Je suis certain qu'un jour, il y a des types qui sont réunis dans une salle avec une personne qui a dit « Bon les gars, on peut plus continuer, ça va trop loin parce que si ça pète, ça peut être l'extinction. » Et il y a un moment donné, quelqu'un a dit « Soit on continue parce qu'il avait de l'argent, soit il a dit on arrête. » Et en fait, toi, t'étais pas impliqué dedans parce que t'avais aucune déjà idée de quoi ça parle, t'as pas toutes les billes pour pouvoir prendre les décisions. Au moment où ces intelligences auront un niveau d'intelligence tellement plus grand que l'intelligence humaine qu'on ne peut pas prédire leur comportement et que si on n'est pas capable de réguler ça, on perd le contrôle complètement. Shubham Sharma, le youtubeur aux plus de 150 000 abonnés, connu pour sa vulgarisation du no-code, de la productivité et de l'intelligence artificielle. Si à un moment donné tu demandes à Jeff Bezos de choisir écologie ou innovation, il te répond innovation, mais sans cligner d'un œil. Ça, c'est la réalité. Comment on fait au niveau individuel, sachant ça ? Shubham, il y a des gens qui viennent de cliquer sur cet épisode de podcast, qui ont des doutes, ils sont dubitatifs sur le sujet de l'intelligence artificielle, notamment pour des raisons éthiques, écologiques, sociales. Pourquoi, selon toi, ces gens devraient persévérer et nous écouter jusqu'au bout ? La première raison, c'est que c'est inévitable, c'est-à-dire que en fait, c'est là dans nos vies digitales, et ça va être là dans nos vies physiques, parce que le digital, c'est un ordi physique, c'est un micro qui est en train de nous enregistrer, c'est une caméra qui est sur un pied qui bouge, et en fait, tout ça, c'est géré par de l'électronique. Le seul problème, c'est que on voit ça comme une nébuleuse dont on comprend rien et qui nous fait peur. Et à partir du moment où on s'est laissé envahir par cette peur, comme n'importe quelle peur, en fait, si on travaille pas dessus, elle nous hante. Et au moment où c'est là, c'est réel, bah, c'est incohérent d'avoir peur du noir, en fait. Et je trouve que on est encore à cette période où on a 10 ans, on a peur du noir, on sait pas trop pourquoi, on sait pas regarder en dessous de notre lit. Et en fait, à partir du moment où on allume la lumière, c'est très différent. Et on voit que ce coin de chambre, en fait, il fait pas peur. C'est juste l'absence de lumière qui nous fait peur. Et je pense qu'on est dans un moment où l'IA a cette place dans l'inconscient collectif de plein de gens. On veut pas trop s'y intéresser parce qu'on sait qu'on a peur, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose derrière, mais en même temps, on sait pas trop non plus comment allumer la lumière. Et en même temps, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est une peur qui est généralisée, qui évolue beaucoup. Et je pense que la seule manière de plus trop avoir peur, c'est de trouver des petites lampes torches. Et ça se trouve de plein de manières différentes. Et c'est ce dont on va parler, je pense. Trop bien. J'aime beaucoup cette réponse et elle me fait penser à... Il y a des parallèles que je fais entre l'émergence de l'IA maintenant et l'émergence d'autres technologies dans le passé. Je suis curieux de... Est-ce que toi, tu vois des similarités aussi ? Par exemple, je regardais le début du documentaire de Squeezie et tu vois ses parents qui sont en mode « Oh là là, les jeux vidéo, ça prend le contrôle de nos enfants » et il y avait tout un discours médiatique à un moment là-dessus sur les jeux vidéo. Il y a eu pareil sur Internet, il y a eu pareil sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui font partie de la vie de tout le monde. Est-ce que tu as l'impression qu'il se passe la même chose sur l'IA et que du coup, on va l'apprivoiser petit à petit, ou est-ce que tu as l'impression que c'est quand même autre chose ? Bah, on ne peut pas nier que c'est une nouvelle technologie, en tout cas nouvelle pour certains. Moi, il y a 10 ans, il y avait des cours d'IA dans mon école. C'est pas nouveau. Ah, wow, ouais. Et c'est pas parce que ils étaient en avance, hein. C'est que l'IA a toujours existé. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a plein de choses qu'on appelait IA, juste parce que ça prenait des décisions à nos places, et en fait, non, on avait codé le processus de décision. Donc en fait, c'est pas quelque chose de nouveau de s'imaginer ça. Après, c'est que ça prend de plus en plus de place. Parce que, c'est de plus en plus disponible. Là où avant, il fallait être il y a 10 ans plus tôt dans une école pour en entendre parler, aujourd'hui, n'importe quel coiffeur sait parler de ChatGPT. Et donc, ça prend plus de place parce que ça a plus d'exposure, de visibilité. Ouais. Et l'autre problème, enjeu, c'est que ça a plus de visibilité, mais tout le monde peut également l'utiliser et arrive très vite à voir à quel point il y a de la puissance dans cet outil, dans cette technologie. Et donc, est-ce que c'est différent d'un smartphone, d'une console ? Oui, parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Il n'y a pas eu un jour où personne n'avait de Game Boy et le deuxième jour où 1 million de personnes avaient une Game Boy, quoi. Or là, c'est le cas avec ChatGPT. Donc ça va plus vite. Et donc, l'impact ne peut être que plus grand. Et la peur ne peut être que plus grande. Du coup. Pour qu'on en parle, je pense, ça vaut le coup de définir un peu mieux IA, qu'est-ce que c'est, nanana. Et ces dernières semaines, mois, tu publies de plus en plus de vidéos sur YouTube sur les usages différents. Il y a des vidéos où tu te clones et ça génère tout seul des vidéos de toi qui parles et on arrive à peine à dire la différence. Il y a des vidéos où tu donnes le contrôle à une IA, ton ordi fonctionne tout seul presque après lui avoir demandé quelque chose. Donc c'est pas juste
poser des petites questions à ChatGPT qui te donne son avis. Est-ce que tu peux nous, avec ton usage un peu plus avancé que le coiffeur du coin, nous partager la puissance du truc, qu'est-ce qui est possible déjà maintenant, qu'est-ce que tu penses deviendra possible. Enfin, on essaye d'adresser un panel, notamment dans nos entreprises, comme les gens qui nous écoutent ont une entreprise a priori. Ok. Là, dans cette partie-là, je vais essayer d'être au maximum le plus vulgarisateur possible, et donc quitte à parfois prendre des mini raccourcis qui techniquement au plus profond sont pas vrais. Ok. Aujourd'hui, quand tu utilises ChatGPT, tu as souvent l'habitude d'utiliser avec ton clavier. Déjà, ChatGPT n'est pas uniquement utilisable avec ton clavier. Tu peux l'utiliser avec de la voix, tu peux l'utiliser avec des images, tu peux l'utiliser avec des vidéos, qui est une suite d'images. Et donc, imagine ChatGPT une boîte, tu peux mettre des informations à l'intérieur et tu peux en extraire des informations. Donc, cette boîte-là, ChatGPT, qui est un agent conversationnel, c'est-à-dire qu'il y a un truc avec qui tu fais de la conversation, c'est une partie parmi tout ce qui existe dans l'IA, déjà. Mais prenons ChatGPT parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. Imaginons cette boîte, si tu en avais 10, et que tu pouvais les connecter ensemble déjà. Donc ça te fait 10 ChatGPT qui peuvent se parler entre eux, qui peuvent se donner des réponses, etc. Sauf que ces ChatGPT, c'est juste des zéros et des 1, donc tu peux en avoir des milliards. Et donc tu peux imaginer du coup, tout d'un coup, un réseau de petites boîtes qui communiquent entre elles. Parce qu'on est d'accord qu'en fait, il n'y a pas juste ton clavier. D'autres applications peuvent connecter avec du ChatGPT. Et puis imaginons, tes boîtes, c'est pas juste des ChatGPT, c'est aussi ton ordi, c'est aussi des applications, c'est aussi ton Gmail, c'est aussi ton Photoshop. Là, on a parlé juste de la partie conversationnelle, donc des infos qui sortent, des infos qui rentrent. Mais après, il y a plein d'autres choses. Il y a notamment ce qu'on a vu, ce dont tu as parlé sur la partie génération de vidéos. C'est une autre forme d'intelligence artificielle qui, là, va pouvoir créer des images, créer des vidéos, créer de l'audio. On peut très bien cloner une voix et l'utiliser, le faire dire ce qu'on veut. Et en effet, cette technologie est tellement puissante qu'il y a de plus en plus peu de choses qu'on imagine qui ne pourront pas être faites dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est encore au stade artisanal. C'est-à-dire que ce genre de vidéo, ça m'a pris du temps, j'ai dû brancher des câbles et arriver à quelque chose, un truc qui fonctionne, qui tourne. Mais comme dans toute technologie, on passe toujours par cette phase un peu artisanale qui initialement est uniquement pour les plus aguerris, pour ceux qui aiment bien explorer, etc. Mais la vie continue. Comme se connecter à Internet au début d'Internet, c'était tout un bordel et maintenant... Et encore, c'était démocratisé parce que tout le monde pouvait avoir ce petit modem 56K. Tout le monde pouvait l'avoir. Mais je pense encore avant ça. Voilà, encore avant, c'était je tire un câble depuis la centrale, le câble, je fais attention que personne ne marche dessus, je le branche, je tape des lignes de code et en fait, j'arrive à communiquer en disant bonjour, il y a le type là-bas qui m'envoie coucou. Waouh, effect incroyable. Tu parles de ça à ton voisin, il dit pourquoi tu veux pas envoyer une lettre? Tu vois, t'es bête quoi. et en fait on est encore dans cette petite partie là pour beaucoup mais étant donné que c'est quelque chose qui évolue très vite, même les usages n'ont pas le temps de s'industrialiser. C'est-à-dire que là où on se dit mais du coup je vais pouvoir l'utiliser pour ça, et du coup je commence à avoir des idées, je commence à avoir créé un business, je commence à créer un SaaS sur ça et tout, donc un outil, déjà la technologie a évolué. Donc en fait, on est dans un double dilemme dans lequel la technologie évolue très très vite. Tout ce qu'on peut en faire est à peine exploré que ça évolue déjà. Donc il y a une courbe exponentielle de ce qui est faisable et de ce qui est fait qui est en train d'exploser. Donc on vit un moment historique, vraiment. Et pour beaucoup, on fait carapace. On fait l'autruche, on se dit parce que c'est encore plus gros que l'arrivée d'Internet. C'est tellement impossible à tout comprendre que... Et parce que c'est extrêmement technique. Heureusement qu'on a des ChatGPT qui peuvent nous permettre de sentir à quel point c'est puissant. Heureusement qu'on a ça. Parce que si on n'avait pas eu ça, on serait dans le déni complet, en fait. La vidéo que j'ai faite où je me clone, le but, c'est juste de montrer il y a ça. Attention. Et voilà. Donc l'idée pour répondre à ta question, c'est que ça va vite d'un point de vue technologique. Il y a plein d'usages qui se développent. Et donc en fait, on n'a juste pas le choix. Et il faut mettre de côté cette peur. Il faut commencer à s'y intéresser et suivre un petit peu ce qui se passe pour pas être largué et accepter que c'est normal que les choses changent, quoi. En fait, c'est tout à fait normal. C'est pas extraterrestre. C'est la vie, quoi. Sauf qu'on est assez bon technologiquement à le faire. Tu dirais que c'est quoi? Est-ce que tu as des exemples
pareil, j'ai juste envie qu'on tourne un peu autour des usages et ainsi de suite pour ensuite ouvrir les autres paquets qui viennent avec les usages. Ouais, bien sûr. Dans ta boîte, j'imagine, toi qui automatises tout, qui est grave dans l'optimisation, etc., j'imagine que tu as déjà commencé à mettre en place des cas d'usage, ChatGPT, d'autres outils. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que tu as mis en place et ce qui commence à bien fonctionner pour toi? Pour quelqu'un qui a juste dit hey, ChatGPT, donne-moi 10 idées de posts réseaux sociaux. Tu vois, ça, c'est niveau 0, quoi. Montre-nous ce qui est possible. Ouais, pour aller plus loin, tu prends, par exemple, moi, je prends... Si on a une Customer Care Manager qui répond à plein de questions. Ok. Ça fait plus d'1 an et demi qui répond à plein de questions. Si on devait regarder d'un point de vue statistique les questions, 80% des questions sont quasiment toujours les mêmes. Moi j'ai exporté ça, j'ai entraîné un modèle dessus, et du coup en fait on peut lui poser une question et il répond ce que la personne aurait répondu. Et ça en fait on se rend compte, on laisse encore la Customer Care Manager répondre, mais on est en train de tester un peu à quel point il y a une différence de réponse en fait, et à quel point ça peut pas aider la Customer Care Manager à juste suggérer des réponses. La partie gestion réponse, donc réponse à pas à des requêtes de prospects ou de clients, mais réponse aux commentaires par exemple. J'ai un système où moi si tu veux, sur ma chaîne YouTube il y a tellement de commentaires par jour que c'est pas possible d'y répondre. En fait, sinon j'y passe ma journée, etc. Et donc il y a une IA qui me propose 3 suggestions de commentaires par rapport à ce que la personne vient d'écrire en tant que commentaire sur YouTube. Et moi, je peux, sur ces 3, soit modifier un des 3, cliquer dessus et ça le postera à ma place, soit juste cliquer dessus s'il me convient et ça le poste à ma place. Donc, c'est de l'aide à la rédaction. Plus j'entraîne ma manière de commenter YouTube, meilleur c'est. Parce qu'en fait, quelque part, c'est un peu moi. Autre exemple, sur toute la partie, tu vois, tout ce qu'on reçoit en termes de feedback vidéo ou en termes de testimonial, etc., ou même, on a toute une partie où on demande du feedback, le fait de pouvoir scorer, donc mettre un score de à quel point cette personne est contente, pas contente, au lieu de lire 100 messages, t'en lis 10 parce que tu sais que l'IA a scoré en disant, voilà, on a vu que ce message tendait plus vers la personne pas contente plutôt que celle contente. Et donc ça nous permet de focus sur tiens, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Ça, c'est ce que j'ai déjà mis en place. Après, d'autres trucs, c'est des choses qu'on est en train de tester. Donc là, par exemple, là où tu vois, on parlait des lives qu'on fait dans les formations, etc., et que ces lives, ils sont uploadés automatiquement sur la plateforme. Là, on passe une nouvelle étape où en fait, on transcrit le live et on dessine les chapitres de ce live grâce à l'IA. C'est-à-dire qu'avant, les chapitres, on les écrivait à la main, genre code 002.00, il se passe ça, code 10.10, il se passe ça. Maintenant, c'est une IA qui commence à les faire. Et en fait, c'est que le début, quoi. Parce que c'est très artisanal encore. C'est très, très artisanal. Le temps de comprendre qu'est-ce que je connecte avec quoi et de processiser le truc pour que les chapitres soient bien faits et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Parce qu'en vrai, juste si tu demandes à ChatGPT, souvent, c'est pas 100% comme on voudrait que ce soit. Ouais, et surtout que j'ai entraîné. En fait. C'est ça. En fait, tu as un truc qui s'appelle Agent API dans OpenAI. C'est des agents que tu peux entraîner avec de la documentation. Donc, par exemple, moi, sur mes titres de vidéos YouTube, j'ai une base de données de, je pense, plus de 1000 titres de vidéos YouTube que j'aime bien, que j'ai dit pourquoi j'aimais bien. Et quand je cherche un nouveau titre de vidéo YouTube, je le passe dedans et il me dit voilà pourquoi c'est nul ou c'est bien. Parce qu'il a toute la donnée de ça. Et du coup, il m'aide à écrire un titre de vidéo YouTube. Voilà, et tu vois, je peux te citer d'autres exemples, d'autres choses que je suis en train de tester. Une que je suis en train de tester, dont je suis tombé amoureux, c'est la prise de notes vocales. Tu vois, tout à l'heure, quand on était en train de déjeuner, je pianotais sur mon téléphone parce que j'ai une habitude de tout le temps prendre des notes. Tout ce qui me parle à la tête, etc. Et en fait, généralement, ce qui se passe quand je reviens, c'est que j'ai des bribes de notes. Et en fait, je fais un vocal en se disant, là, on a parlé de ça, il y avait ça qui était intéressant, ça c'était cool, il s'est passé ça, et puis ça m'a fait réfléchir. Derrière, ça passe dans ChatGPT, avec un IA qui est entraîné, qui pose des questions. Qu'est-ce que j'ai appris ?
qu'est-ce qui est contraire à ce que j'ai appris, qui m'a donné envie d'en savoir plus, quelles sont les 3 idées de contenu que je peux réfléchir avec ça, quels sont les auteurs que je pourrais citer, etc., quelles sont les citations qui parlent. Et en fait, une note vocale, ça me donne... C'est comme si tu avais des assistants qui avaient bossé dessus pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Et ça, c'est automatisé. Je pourrais te faire la démo. Je suis trop chaud. Et tu vas voir que en fait, c'est assez fascinant. C'est ouf parce que ça me fait connecter avec la méthodologie de prise de notes Zettelkasten que j'imagine tu as vu avec... tu connais Elliot, il me semble aussi. Voilà. Et du coup, j'ai cette frustration constante de ne pas avoir l'espace et le temps de bien documenter mes notes d'apprentissage, etc., de toutes mes lectures, de tout ce que je fais. Je pense que c'est 90% des gens. Et là, je me dis, tu vois, de t'entendre dire ça, je me dis, waouh, la capacité de connexion entre mes idées qui me frustre par son absence, grâce à ce genre de pratique, ça résout le problème. De me dire, ok, j'ai entendu ça, voilà ce que j'en ai pensé et tout, et que ça puisse peut-être aller bouffer toute ma base de données de notes et dire, voilà l'idée avec laquelle celle-ci est en contradiction. Et j'adore regarder des idées contraires que j'arrive à porter et ensuite essayer de les mélanger. Ça me semble vachement sexy, ça. Et surtout que ça finit dans Notion chez moi, mais ça pourrait très bien finir dans un truc Obsidian ou quoi que ce soit. Encore plus simplement. Il y a plein d'exemples que tu as cités, notamment celui où tu parles de ta Customer Care Manager, où je pense que ça peut allumer une lumière chez certaines personnes de remplacer les jobs des gens. Il y a déjà trop de chômage. Qu'est-ce que tu penses de la remplaçabilité? Je ne suis pas sûr que ce soit un mot, mais remplaçabilité humaine par ces outils-là. Alors la réalité, c'est qu'il est inévitable. Il y a une réalité, c'est que là où pendant le Covid, il y avait des gens qui étaient en train d'écrire le texte de Macron en live et tout le monde avait découvert ce métier de « il y a des gens qui tapent dans les claviers en live », bah ça n'existera plus. Le métier de traducteur, c'est un métier qui existera, mais qui existera pour des trucs très importants, pas pour les petits documents qu'on veut juste traduire comme ça. Le métier de voice-over sur Disney, tu vois, enfin là il y a Disney qui vient de prendre Eleven Labs, donc c'est une boîte qui fait du clonage de voix. Ils viennent les faire entrer dans leur incubateur parce que en fait le doublage ça coûte cher. La réalité c'est qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître, donc c'est-à-dire des choses qu'on est en train de faire, ça ne sera plus là, comme le métier de caissier, enfin caissière, où tu vois en fait les caissiers aujourd'hui, bah il y en a de moins en moins parce que ça s'automatise de plus en plus et on a de bonnes automatisations. En fait, la disparition et l'apparition de métiers a toujours eu lieu. La vraie question, c'est dans quelle capacité on est capable de rééduquer ces gens-là. Former les gens pour les nouveaux usages. Pour les nouveaux usages. Alors les bons, je te prends l'exemple de ma Customer Care. Je me dis, mais waouh! Donc ça veut dire qu'elle passera pas 80% de son temps à répondre des trucs templatisés. Et donc, on pourra prendre les 20% et les appeler pour donner une meilleure expérience. Et je trouve que là, ça a plus de valeur. Où on pourra prendre les 20% de questions et on pourra se poser cette question de tiens, comment est-ce qu'on pourrait la templatiser pour les rendre dans les 80%? Et puis, on pourrait prendre ces 20% de questions et se demander, tiens, est-ce que cette personne, parce qu'on parle de care, son métier, c'est pas répondre à des messages. Son métier, c'est Customer Care. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de nos clients? Et en fait, dans le métier de soin de nos clients, il y a le côté humain. Le côté de bonjour, je t'appelle par ton prénom et je te serre la main et je te propose un café et je veux savoir comment tu te sens au plus profond de toi. Aujourd'hui, on n'y est pas encore au niveau de l'IA. D'accord ? Et donc ça, ce métier profondément humain, c'est comment cette personne, Customer Care Manager, va, soit d'elle-même, soit parce qu'elle sera formée, va prendre conscience de la valeur de ce qu'elle fait là-dedans et va dès maintenant level up, donc se mettre au niveau de « Ah tiens, ma vraie valeur », c'est en fait être vraiment dans le care, dans le soin au niveau des gens. Mais oui, en effet, il faudra rééduquer, faire en sorte que ces personnes, soit par elles-mêmes, soit par une manière de se former, comprennent que l'IA prend une partie de ce qu'elles étaient en train de faire, comment est-ce qu'elles peuvent aller à l'étape du dessus pour faire autre chose. Et comme tu dis, la partie qui peut-être est plus humaine et impossible de remplacer, effectivement... le fait d'avoir quelqu'un face à toi, tu sens que tu es écouté, tu sens que tu es en empathie, en connexion avec,
Ça, Exactement. pour l'instant, effectivement, et je ne sais pas si ça arrivera dans le futur. Mais là, je sais que, par exemple, là, le podcast qu'on passe ensemble, l'IA peut pas le faire, quoi. Ouais. Enfin, c'est clair et net. Et donc, cette partie-là, déjà, on va la chérir, on va vraiment se dire, waouh, c'est un moment magique, magnifique. Et comment est-ce qu'on peut avoir de plus en plus de ces moments purement humains? Ouais. Et donc, ça va venir renforcer cette qualité-là. Et puis, je veux dire, moi, je vois bien l'hospitality business, donc tout ce qui est métier de soins, métier dans l'hospitalité, donc hôtel, etc., où en fait, on va mettre de plus en plus de valeur. Tiens, c'est un être humain qui a fait ça, qui m'a dit ça. Et en fait, c'est pour moi c'est un problème, mais le vrai problème, il est comment est-ce qu'on réentraîne, éduque, reforme les gens pour qu'ils se disent, ah ok, bon, de toute façon, ça va arriver. Comment est-ce qu'on passe à la suite, quoi? Comment est-ce qu'on pense différemment, etc. C'est-à-dire que les gens qui étaient scribes, le jour de l'imprimerie, ils ne se sont pas dit, oh non, ils se sont dit, ok. Parce que d'ailleurs, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Hein. Il n'y a pas du jour au lendemain et les gens ils se sont dit, ah bah il y a des imprimantes partout, on peut plus écrire maintenant. Non, c'est arrivé petit à petit. Il y a des gens qui ont ouvert des imprimeries, il y a des gens qui se sont dit, il y a peut-être un enjeu dans l'écriture cursive à la main. Tiens, ici je faisais de l'art avec. Il y a plein de choses dans ce genre-là. Et en fait, ce genre d'innovation continueront d'arriver. Et je pense que c'est notre capacité à nous réinventer. Ouais. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on voit déjà apparaître des gens qui mettent le truc en bas de leurs articles, par exemple, cet article a été 100% rédigé par un humain, ou des petits tags sur des outils de stock en mode cette image a été générée par une IA, cette image a été prise par un photographe. Et on voit déjà cette différenciation sortir où, en fonction des gens, il y a des gens qui vont mettre en plus de valeur sur des choses vraiment 100% créées par un humain, vs celles qui sont créées par une IA, etc. Quoi. Tu prends l'exemple de la création de contenu. J'ai fait le parallèle l'autre jour et c'était assez intéressant avec la malbouffe et la nourriture industrielle. Il y a des gens qui, quand ils mangent, ils se disent non mais il est hors de question que j'aille dans un Carrefour faire mes courses. En fait, c'est pas possible. Du packagé, du modifié, du transformé, du pas local. Je suis un peu comme ça. je le suis aussi, tu vois. Et donc justement, tu vois, c'est et en tout cas, on a le privilège d'être comme ça, je pense. Exactement. Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, il est que il y a un moment donné, et moi j'ai appris ça parce que ma copine était très comme ça, et en fait je me suis dit, attends, je comprends pas pourquoi on paye 3 fois plus cher en fait. Et elle m'a expliqué, j'ai compris, et là je me dis, ouais, en fait c'est hyper important de manger local. Du coup on fait le marché, etc. Mais sauf que ça, c'est de l'éducation. Parce que le cas par défaut, c'est Lidl, c'est Aldi Carrefour. Et Lidl, Aldi, Carrefour, t'as des rayons, t'as du marketing, tu prends le premier truc, tu manges vite, tu manges Uber Eats et compagnie. Et donc, je pense que de la même manière, toi, aujourd'hui, tu es éduqué à avoir de la valeur dans un article écrit par un humain. Et de la même manière, par défaut, quand tu vas swiper ton feed TikTok, pour ceux qui le font, et ceux qui sont pas, à un moment donné, ils se disent pas, ah tiens, ok, faudrait pas que je consomme IA, faudrait que je consomme humain. Si t'es pas éduqué à comprendre qu'en fait il y a de la malbouffe pour toi en IA et que c'est en train de te détruire ou c'est en train de te faire consommer des choses que tu ne veux pas vraiment consommer et que tu n'as pas le recul nécessaire pour voir la différence, tu vas aller dans là où la société veut t'emmener, où les IA veulent t'emmener en tout cas, mais oublions pas que c'est des humains quand même derrière, où ces humains-là veulent t'emmener, VS si tu as un choix de ce que tu vas consommer qui est réfléchi, qui est un choix éduqué, là c'est autre chose. Et donc j'encourage tout le monde à un moment donné se poser la question, ok, en fait déjà il y a plein de gens qui se font avoir par leur feed, c'est-à-dire qu'ils ne consomment uniquement ce qu'on voit. On avait une conversation en off sur les algorithmes. Voilà, sur les algorithmes, comment tu es pas dans ta bulle de pensée et de réflexion où il y a que des gens comme toi. Et là avec les IA ça va être amplifié, quoi. Donc en fait à quel moment tu prends du recul et te dire ok, stop la malbouffe, ou en tout cas stop la nourriture par défaut, et puis comment est-ce que je prends du recul pour savoir exactement ce que je veux manger, quoi. Ouais. Mais ça, du coup, là, on commence à adresser un des sujets, je pense, de société qui tombe dans tout cet enjeu autour de l'IA. C'est comme les médias, qui les possèdent, quelle vision du monde est-ce qu'on va soutenir avec ces outils? Est-ce qu'on va soutenir une vision du monde où le travail diminue pour tout le monde et il y a un partage équitable des ressources de ce qui est généré par des IA? Est-ce que ça maintient le fait qu'il y ait des inégalités sociales parce que les gens qui peuvent avoir l'IA ont le privilège et donc continuent de générer, garder les capitaux financiers? Enfin voilà, ça soulève tout ça aussi, quoi. Exactement. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui tu manges bio parce que t'es éduqué sur ce sujet. Ouais. Et il y a malheureusement des gens qui ne le sont pas.
Et moi, j'ai mangé toute ma vie Lidl, tu vois, ce qui a fait que j'ai eu des problèmes d'obésité, etc. Mais si mes parents, à l'époque, avaient eu l'information que c'était pas bien et à quel point c'était néfaste au long terme, je l'aurais peut-être pas fait. Ouais. Et de la même manière, il y a des choses comme ça qui vont se passer au niveau de l'information consommée créée par le lire. Comment tu trouves, du coup, c'est quoi pour toi notre place individuelle dans ce truc-là? Parce que, quelque part, j'ai pas Sam Altman face à moi, j'ai pas la main sur les décisions qui sont politiquement orientés ou qui sont pour ou contre une certaine vision du monde que les gens qui créent ChatGPT ont. En tant qu'utilisateur, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que boycotter, ça sert à quelque chose pour les gens qui se disent « je vais boycotter, je vais jamais l'utiliser » Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a un arbitrage là-dedans qui est vraiment pas facile entre qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds. Est-ce que l'utiliser, ça défend un modèle de société qui me va pas? C'est une bonne question. Je suis pas sûr que d'aller débrancher des câbles devant un data center, ça aide à quelque chose là-dessus, mais moi, c'est ma position. C'est celle de l'éducation. C'est-à-dire que comprendre les choses te permet d'avoir une vision différente et surtout de savoir comment t'en sortir avec ce que tu as compris. Là où renier une chose te permet de rester sur ton niveau d'apprentissage et de connaissance et de maintenir une position, et parce qu'on est humain, de la maintenir quoi qu'il arrive. Et donc pour moi, l'apprentissage gagne toujours. C'est pas ce qui manque dans l'IA. D'accord, il y a toujours plein de choses, il y a de la nouveauté. Et donc, se documenter, apprendre, comprendre est une manière de se défendre. Donc ça passe par l'usage. Ça passe par l'usage et par la compréhension. Et ça passe par le « ok, bon, j'ai cette information » et comme tout, réagir face à une information, c'est très différent que celle de la prendre, l'assimiler et puis de s'écouter. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que, ok, je viens de voir qu'il y a un outil de clonage qui est sorti. Cool. Comment est-ce que ça va impacter? Comment est-ce que ça va m'impacter? Comment est-ce que je peux avoir là-dessus des conversations avec mes pairs? Comment est-ce que je peux imaginer un futur pour mes enfants, pour moi, dans le jour où ça va sortir? Ok, l'Apple Vision Pro, très bien. Au lieu de se braquer et dire, mais de toute façon, c'est de la merde, ça marchera jamais ce truc. Ou alors, oh là là, mon Dieu, la vie va changer. Comment est-ce que je peux juste prendre cette information, me dire, ok, en fait, donc ça veut dire potentiellement que le cinéma va être très différent, ça veut dire potentiellement qu'il y a des usages où on va avoir des cinémas collectifs. Attends, mais du coup, est-ce qu'il y a eu un truc différent? Ah ouais, tiens, il y avait des gens qui étaient en boîte de nuit avec des casques, et donc potentiellement il va y avoir des choses dans des boîtes de nuit avec des Apple Vision Pro. Ok, donc en fait, plutôt se poser la question de qu'est-ce que ça va ramener. Et je trouve que c'est une vision quand même assez excitante de voir d'essayer d'imaginer le futur, plutôt que, selon moi, le réprimer, ça ne va... Enfin, dire que moi, je vais boycotter l'IA, c'est comme dire je vais boycotter Internet, en fait. Cool. Très bien si, à ton niveau, et c'est vrai que il va y avoir des espèces de deals qui vont être sans Internet, sans technologie, etc. Ça va arriver. Si on a envie d'aller là-dedans, très bien, ça marche très bien. Tu parlais d'écolu avant. Et en fait, c'est une forme de... Je me retire du jeu qu'on est tous en train de jouer pour aller jouer à un autre jeu dans un autre écosystème et essayer d'être moins impacté par les règles du jeu qui sont en train d'être jouées ici, quoi. Parce que je pense que ce principe, il part aussi de quelque chose sur lequel je pense qu'on est d'accord. Peu importe ce que je fais moi en tant qu'individu, a priori, OpenAI, Google, Apple, Meta vont pas s'arrêter de bosser sur ces trucs. Et j'ai l'impression qu'il y a T'as vu le film Oppenheimer? Non. Sur la bombe atomique. Je l'ai pas vu. C'est donc histoire de la bombe atomique où, en gros, pendant la guerre mondiale, les Américains sont convaincus que les nazis sont en train de développer l'arme atomique, donc ils se disent qu'il faut qu'on y aille en premier. Et il y a cette espèce de moment où tout le monde sait qu'il y a des énormes risques pour l'humanité, mais ils n'ont pas confiance que les autres vont s'arrêter, donc ils ne s'arrêtent pas. Et j'ai l'impression que certains scientifiques disent que l'IA, c'est un peu un moment Oppenheimer qu'on peut vivre de... On ne sait pas ce qui peut se passer plus on augmente le niveau d'intelligence d'une IA. Mais comme j'ai pas confiance en tant que OpenAI que Meta va s'arrêter, personne s'arrête et tout le monde accélère. Ouais, en effet, le qualifier de moment Oppenheimer, j'ai pas vu le film, mais je peux... Tu vois, typiquement, il y a 3 mois, 4 mois, il y avait 4-5 personnes, dont Elon Musk, d'autres personnes, etc., qui avaient créé une pétition sur le « on veut arrêter les recherches parce que ça va trop loin ». Ouais. Et tout le monde, au fond, surtout les développeurs, se sont marrés en mode non mais cool ce petit coup politique, parce que la réalité c'est que tu vas pas empêcher un type qui est passionné et qui ne pense, qui rit et qui réfléchit que de ça, à un moment donné tu vas pas stopper son cerveau de fonctionner pour aller imaginer ce que va être le futur de l'AI. C'est pas possible, en fait.
Donc ça, c'est au niveau local d'individu qui est en train de développer. Et au niveau méta, OpenAI, etc., les enjeux que ça représente qui dépassent l'entendement et la compréhension d'un humain classique, je pense qu'on n'a aucune idée. Ouais. Et donc, là où moi, je peux tempérer les choses, c'est... Là, imaginons qu'il y a plusieurs étages d'impact possible. Là, on est à l'étage 28 où, en effet, il y a des gens qui, à un moment donné, prennent des décisions qui vont avoir des impacts. Comme la décision de Google de déréférencer des sites. Ça a un impact énorme, mais c'est une décision 28e étage. Et puis, tu as l'étage 0 dans lequel tu es, l'étage 1, 2, 3. C'est là où tu peux vraiment faire des choses. Et souvent... par le biais qu'à l'étage 28, il se passe des choses où, en fait, on se dit « Ah, mais de toute façon, ça sert à rien. » On ne va même pas aller regarder les étages 1, 2, 3, en fait. Et ça, je trouve que c'est une erreur. Parce que c'est comme dire, de toute façon, la politique de mon pays est corrompue parce que j'ai vu un politique se faire corrompre. Et du coup, je ne veux pas jouer le jeu social et je ne veux pas m'impliquer dans quelconque... savoir vivre ensemble. Ou je refuse le monde politique, je vote jamais. Non, mais même au-delà du monde politique, parce que politique, décision, ton quotidien, là où tu vis. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu dis je sign out, je ne veux plus jouer ce monde, et à partir de moment je jette mes poubelles dehors et je crie partout comme un malade, il y a un moment donné, c'est pas bon, quoi. C'est pas au service non plus. Et c'est pas au service non plus. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours le niveau 1, 2, 3. Que tu peux dire, ok, je peux bien m'entendre avec mes voisins, je peux avoir des idées politiques, je peux comprendre comment ce jeu fonctionne et en fait jouer à son niveau. Je dis pas qu'il faut laisser faire et pas avoir de réflexion sur le niveau 28, mais il faut surtout pas, selon moi, sign out. Surtout pas dire, de toute façon, ça sert à rien. Du coup, je ne fais aucun effort. Ça, pour moi, c'est un mauvais raisonnement. Ouais, moi, je cherche ma place avec tout ça encore parce que il y a ces enjeux-là qui sont sociétaux, politiques, sociaux, partage des richesses, on en a parlé. On va, je pense, arriver à un moment aux coûts et aux enjeux écologiques aussi qui, personnellement, moi, me tiennent très à cœur. Mais pour aller dans le sens de ta réflexion, il y a une partie de moi, je me dis, si je n'utilise pas ça, notamment dans ma création de contenu, par exemple, pour avoir plus d'efficacité, des idées plus percutantes, plus capter l'attention, en fait, je me crée une dette par rapport aux gens qui ont des idées diamétralement opposées avec les miennes que j'ai envie de combattre, qui vont utiliser les IA et qui vont prendre plus de place que moi. Et du coup, il y a une partie de moi qui me dit, si j'utilise ces outils pour prendre plus de place pour les choses auxquelles je crois dans l'espace médiatique, c'est là où moi, j'ai une marge de manœuvre et j'ai pas la marge de manœuvre de appuyer sur off et tout le monde éteint. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai l'impression que c'est là-dedans que je trouve de l'équilibre, c'est-à-dire nourrir mes luttes via cet outil qui reste un outil qui peut m'aider à avoir plus d'impact avec mes luttes, quoi. Totalement. Et là, tu as bien dit, c'est un moyen. Toi, comme tu dis, tu as une lutte, en tout cas, tu as une mission que tu as envie d'accomplir. Et en effet, c'est un moyen, l'IA. Et comme pour beaucoup, très peu de gens, c'est juste un gagne-pain. Leur métier, c'est aussi une manière de s'accomplir. Et l'IA est là. L'IA est là, c'est un moyen, comme votre ordinateur, c'est un moyen en fait. Genre, il y a un moment donné, on vous enlève votre ordinateur, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui se passe parce qu'on travaille tous en ligne. Et on en arrivera à ce niveau-là avec l'IA. Et en fait, c'est un moyen. Est-ce que tu as creusé un peu parce que j'ai l'impression dans la communauté autour des intelligences artificielles, il y a des camps qui se dressent. Il y a ceux, comme tu disais, qui disent faut ralentir, faut arrêter. J'ai regardé pas mal d'interviews, notamment de gens qui étaient chez Google avant. J'en pense à un qui s'appelle Mo Gaudat, qui était chez Google au moment des premières expérimentations d'intelligence artificielle où un robot attrapait une balle pour la première fois après des milliards d'essais. Et qui dit, cette partie-là de l'écosystème disent que comme on ne sait pas ce qui va se passer à partir d'un certain niveau je crois que la variable qu'ils utilisent, c'est le QI, où ils disent en fait, il y a un moment où ces intelligences auront un niveau d'intelligence tellement plus grand que l'intelligence humaine qu'on ne peut pas prédire leur comportement et que si on n'est pas capable de réguler ça, on perd le contrôle complètement. Et il y en a d'autres qui disent on fait confiance, on y va, développement de ces trucs, et il y a la fascination scientifique derrière aussi, c'est incroyable en vrai, comme tu dis, c'est un moment historique. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un truc un peu dynamisant là-dedans. Est-ce que tu as regardé les deux côtés ? Je suis curieux de toi. Comme tu plonges davantage que moi dans les usages, est-ce que tu as peur ? Moi, il y a une partie de moi qui est flippée, tout en étant excité, tu vois. C'est vrai que moi, je dissocie beaucoup la technologie des différents camps. La technologie, elle est là, c'est ce verre. Je ne porte pas de jugement sur ce verre. Il est là.
il est là. Ouais. Il y a des gens qui disent non mais c'est hors de question qu'on mette des verres à table en verre parce qu'ils peuvent trancher, et il y a des gens, s'ils tombent dessus, ils vont mourir. Et en fait, il ne peut pas laisser faire ça. Et il y en a d'autres qui disent non mais vous vous rendez compte, on a réussi à mettre dans un récipient de l'eau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la porter et on va pouvoir créer plein de types de composants comme ça va être folie. Alors oui, peut-être qu'il y en a qui vont se couper, mais peut-être pas. Peut-être que les gens seront assez intelligents pour pas se trancher et voir trancher la gorge avec ce verre. Moi, je regarde le verre pour le verre et la fascination technologique. Et je suis en train de dire, waouh, ok, c'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour beaucoup de gens. Je vais essayer de voir quelles sont les manières pour nous, êtres humains, d'optimiser notre utilisation des futurs récipients créés en verre. Moi, j'en suis là. Ouais. Ça ne m'empêche pas d'aller regarder les différents camps. Ça ne m'empêche pas d'avoir un avis. Si tu me demandes mon avis, c'est... en fait, personne ne peut avoir la certitude de quoi que ce soit. Ceux qui disent « Non mais attends, il est hors de question que… » En fait, ils ont une certitude, c'est qu'il est hors de question que… Et du coup, ils veulent absolument que ça se produise derrière leurs oreilles. Et en fait, ils se disent « Non mais attends, on veut absolument pas. » Et les autres, ils se disent « Non mais attendez, on n'est pas trop cons. En fait, il y a un moment donné, on s'est débranché. Faut pas déconner. » quoi. La réalité, c'est que personne ne sait. Ouais. Je pense que la seule manière de savoir, c'est de continuer. Oui. La seule manière de savoir, c'est de continuer. Oui. Mais est-ce que le risque en vaut la chandelle? Je pense que c'est ça que beaucoup de gens qui sont un peu dans le oh là là, dans cette interview dont je parlais avant, ils dressent le potentiel en disant il y a un monde où ce niveau d'intelligence décide les humains, c'est comme les fourmis, on s'en fout, et ils disparaissent. L'autre extrême, c'est les humains sont le problème de la Terre, exterminons-les. Et donc le ver se lève et décide de te trancher la gorge lui-même. Tu vois, ça dépasse l'usage des personnes qui l'ont créé. En tout cas, il y a ce risque-là où certaines personnes le mettent en avant. Et j'arrive pas à savoir si c'est vraiment ça, tu vois. En fait, la première question, c'est est-ce que c'est à toi de le savoir? Ça, c'est la première question. Parce qu'en fait, si on ramène ça au niveau moléculaire et au niveau des chimistes qui sont en train de synthétiser des nouvelles molécules, par exemple, je te donne un exemple et un parallèle, on est d'accord qu'on joue pas avec de la chimie tous les jours, on joue avec des composants en plastique, mais c'est pas nous qui la créons, on n'a aucune idée de comment ça se passe. Oui. En revanche, il y a des gens, des boîtes qui subventionnent des expérimentations chimiques qui ont un impact sur le futur de notre civilisation. Je suis certain qu'un jour, il y a des types qui sont réunis dans une salle avec une personne qui a dit « Bon les gars, on peut plus continuer, ça va trop loin, parce que si ça pète, ça peut être l'extinction, en fait. » Et il y a un moment donné, quelqu'un a dit, soit on continue parce qu'il avait de l'argent, soit il a dit on arrête. Et en fait, toi, t'étais pas impliqué dedans parce que t'avais aucune déjà idée de quoi ça parle et t'as pas toutes les billes pour pouvoir prendre les décisions. Donc la réalité, c'est que l'IA aujourd'hui a cette image-là et tout le monde veut avoir une opinion parce que c'est médiatisé et que c'est grandement adopté. D'où la force et l'impact de l'IA. Mais pour beaucoup, ils n'ont pas les billes nécessaires pour pouvoir prendre des décisions ou ne serait-ce que pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit comme des chèvres et qu'on parle pas et qu'on ne dise rien? Non. Par contre, il faut arriver au niveau de connaissance pour pouvoir s'informer et pour ensuite parler. C'est là où pour moi cet épisode-là, il était trop important et je suis trop heureux de le faire avec toi. C'est que j'essaye de comprendre un max. Il y a une compréhension dont je me suis pour l'instant privé parce que j'ai pas plongé dans les usages à fond et prendre les outils, expérimenter, ainsi de suite. Je l'ai fait sur quelques-uns. Je sais pas si tu as vu, j'ai suivi une formation pour faire des vidéos et films en IA et j'ai commencé à faire des espèces de micro-courts-métrages qu'avec des images générées en IA parce que ça nourrit l'enfant que j'ai été qui rêvait de devenir réel et qui n'a jamais eu la patience de maîtriser la technique. Mais j'ai pas plongé à fond. Et du coup, j'ai l'impression que je ne tiens pas tous les éléments nécessaires de la compréhension pour avoir l'avis le plus informé possible, qui est ce après quoi je cours tout le temps. Donc je suis trop heureux qu'on ait cette discussion parce que pour moi ça contribue à ça et c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ça ensemble. Mais effectivement, même si j'ai toute cette connaissance, au final, j'ai presque pas mon mot à dire, à part si j'arrive à avoir l'influence médiatique nécessaire, l'influence financière nécessaire pour être à cette table où les conversations ont lieu, quoi. Je suis pas vraiment d'accord. Je pense que si tu arrives à un niveau de compréhension nécessaire pour comprendre déjà ce qui se passe, t'as toi, à ton niveau local, la capacité de transmettre ce que t'as appris, de vulgariser et de
d'amasser des opinions juste pour dire, genre, mais les gars, voici ce qui se passe, voici dans nos métiers, voici dans le monde du freelance, voici. Ce qui est au final ce que je fais déjà sur mes sujets, quoi. Exactement. Mais si tu avais eu l'IA, tu aurais fait ça peut-être avec de l'IA. Et donc, en fait, se dire, oui, mais même si je comprends, je pourrais pas, c'est pas vrai. C'est comme en politique. Si tu veux, histoire très, très marrante, il y a un moment donné, Villeneuve-la-Garenne, 92, j'ai fini conseiller municipal. Incroyable. Pourquoi ? Parce que il y a un moment donné, donc lycée ZEP, etc., il y a des trucs qui m'embêtent dans la société. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et puis il y a un type qui me dit, non mais attends, ça va pas, qu'est-ce qui t'empêche de toi t'impliquer et de comprendre vraiment ce niveau, parce que c'est bien beau de parler, tu vois. Et en fait, ce truc, je me suis dit, mais oui, c'est bien beau de parler. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller comprendre comment ça marche pour derrière faire redescendre l'info ou surtout avoir moi aussi un impact ? Ça coûte 5 ans dans sa vie. Ça coûte 5 ans dans sa vie, ça coûte des réunions assez souvent, ça coûte des dialogues qui n'ont aucun sens, ça coûte parfois des compréhensions de choses que tu ne comprends pas, ça coûte le fait de donner de son temps, ça coûte de, à un moment donné, se dire « Waouh, je mets les pieds dans quelque chose dont je pourrais jamais sortir », ça coûte tout ça. 95% des gens ne veulent pas faire ce pas. En revanche, le fait de l'avoir fait me donne une lecture différente pour pouvoir derrière avoir une conversation différente. Ouais. Et je pense que c'est pareil dans le cadre de l'IA. Au lieu de dire, de toute façon, ça sert à rien que je m'implique dans ça, parce qu'au niveau politique, c'est Macron qui décide. Non. À ton niveau local, le fait que tu comprennes, ça te permet d'être leader d'opinion au niveau local. Et si tu es assez de leader d'opinion d'un point de vue local, tu peux derrière avoir une voix nationale. Et puis derrière, nous, on parle pas de... Là, on parle de pays, mais un nombre de followers, c'est une quantité de pays. Complètement. Et je pense que avoir perdu la guerre avant même de savoir ce que tu vas vouloir faire, c'est dommage. Et effectivement, une bonne illustration de ce que tu racontes, c'est si on le transpose à un autre sujet, le tien ou le mien. Moi, sur les sujets autour de freelance, petits entrepreneurs, etc., ça m'a mené à avoir des conversations avec la ministre des PME et son équipe au ministère de l'économie, tu vois. Par exemple. Et effectivement, comme tu le dis, c'est parti de... J'essaye de comprendre les trucs, je transmets à un petit groupe de personnes qui grandit petit à petit, ce qui fait que tu as une reconnaissance nationale. Et je suis certain, le jour où tu as interviewé la première fois et quand tu as branché un micro sur ton podcast, tu t'es pas dit que je parlais au ministre Absolument pas. Ni influencer sa manière de voir les choses, parce que c'était une conversation d'égal à égal. Ils étaient curieux, ils m'ont posé plein de questions, ils voulaient mon feedback. Et c'est là où, effectivement... Et je trouve que ce qu'il y a de plus beau, c'est quand tu commences sans vouloir le faire. Parce que si tu commences en voulant le faire, ça marche pas. Parce que très vite, tu veux monter au stade plus haut. Là où commencer par se dire, tiens, je vais m'intéresser au sujet, je vais comprendre, je vais l'expérimenter, etc., te fait que petit à petit, par un chemin, tu arrives à avoir une meilleure compréhension de l'enjeu, déjà qui vont changer beaucoup tes croyances initiales. Et en plus, tu vas avoir un impact au long terme. Mais partir du principe que je m'intéresse à l'IA pour publier, pour derrière amasser de followers et puis derrière avoir un impact parce pour le faire bannir parce que j'ai déjà une compréhension très fermée sur ce que je veux faire. T'es pas dans une phase d'exploration, t'es une phase de convergence sur ton idée initiale et t'as un but précis. Et pour moi, je préfère la première. Est-ce que tu sens que tu disais le niveau de connaissance pour avoir la conversation sur l'IA, sachant que je pense que tu as plus plongé que moi, est-ce que tu sens que tu es arrivé au niveau de connaissance supérieur nécessaire ou est-ce que tu as l'impression qu'il te manque encore beaucoup de billes parce que c'est un sujet infini ? C'est comme dire, est-ce que tu penses qu'en cuisine, tu es arrivé au niveau de connaissance nécessaire pour pouvoir discuter avec un chef étoilé ? Première chose, c'est contrairement à la cuisine et aux papilles gustatives, etc., l'IA change très souvent. Donc déjà, tu ne peux que décupler le niveau de connaissance. Et que comme dans n'importe quel métier et n'importe quel domaine, tu n'as pas une manière linéaire d'apprendre des choses, mais plutôt arborescente. Je considère explorer et en process d'exploration d'une certaine partie de cet arbre de connaissances qui est d'ailleurs un arbre qui devient de plus en plus vaste. Grave. Donc vite l'arbre. La question de se dire est-ce que tu as fini ou tu n'as pas fini, c'est pas possible de répondre à cette question. Et si je réponds de manière très très humble, j'en suis qu'au millième de l'exploration. Sachant à quel point tu as creusé en plus, VS quelqu'un qui a rejeté tout de suite. Voilà, et exactement. Et il y a un autre truc que j'aimerais dire, c'est comme tout, tu n'es pas obligé de tout comprendre pour avoir un impact, tu n'es pas obligé de tout comprendre et tout analyser sur un domaine pour se dire « Ok, en fait, maintenant, c'est bon, je peux en parler. » Le plus important, c'est quel est l'angle de choses l'angle que tu portes sur cette chose qui va te permettre de...
Et je pense que moi, je suis beaucoup biaisé vers l'action, c'est-à-dire que souvent j'ai envie de tester quand j'apprends des choses, ça permet d'ancrer les apprentissages. Et donc je suis dans mon parcours de cet arbre de connaissances qui est à un certain niveau et j'ai de la chance de partir d'une base. C'est-à-dire que le fait d'être à la base ingé en informatique, qui sait coder, etc., je trouve que ça me donne déjà un avantage compétitif pour pouvoir le comprendre. Et donc c'est génial, tu vois. Mais je peux pas dire j'ai compris le truc, quoi. Par contre, j'ai compris avec la vision business, j'ai compris avec la vision utilisateur, j'ai compris. Et ça a beaucoup d'impact, ça a beaucoup de valeur, VS le comprendre uniquement d'un point de vue technique. Oui, oui. Et je pense que ce que tu dis là, ça retrace à ce point de l'éducation aussi, parce qu'effectivement, ce qui peut se passer, c'est aussi que ce soit un nouvel outil qui crée encore plus d'inégalités sociales, parce que nous deux, on a le privilège intellectuel, et toi, tu as le privilège encore plus technique d'aller creuser, comprendre, savoir comment faire un levier, un outil pour différentes fins, versus quelqu'un qui n'a pas cette chance et ces privilèges dans sa vie et qui ne va pas pouvoir s'en saisir, quoi. Il y a 2 sujets dont je me dois de parler, parce que sinon je sais que les gens qui nous écoutent vont dire « Thomas, t'as pas exploré tous les sujets ». Il y en a un, c'est les enjeux de droit d'auteur qu'il y a. Tu as parlé tout à l'heure du fait que sur OpenAI, tu peux prendre un agent, l'entraîner, tu lui donnes une certaine base de données, et à partir de cette base de données, il va recréer de l'écrit, de l'image, du visuel. Et il y a beaucoup de personnes, je sais, qui sont des personnes qui créent, qui sont artistes, qui font de toutes pièces, et qui ont cette frustration de se dire il n'y a pas de régulation pour l'instant sur comment l'intelligence artificielle s'inspire plus ou moins librement de certaines œuvres protégées sous droit d'auteur pour en refaire des nouvelles, pas protégées sous droit d'auteur. Est-ce que ça, tu as des choses à dire pour ces gens qui savent pas comment se positionner de ces sujets-là? Là aussi, disclaimer, je suis pas spécialiste sur les sujets de droit d'auteur. Moi, j'ai une vision très technique. Et dans ma vision technique, en fait, la réalité, c'est que tu as beau mettre des règles, ça n'empêche pas aux gens de les transgresser. Surtout quand c'est des machines qui les transgressent. Parce que ça va beaucoup plus vite de les transgresser. Oui. Parce que tu n'as pas l'impression de faire l'action. Hein, quand tu achètes un iPhone, tu n'as pas l'impression de faire travailler un enfant. Pourtant, tu le fais. Oui. Et donc, c'est pareil. Quand quelqu'un prend une décision de scraper une base de données, lui, c'est le CEO de la boîte, il n'a aucune idée que la machine est en train de faire ça. Est-ce que ça voudrait dire que si demain, la Chine fait passer une loi où toutes les personnes qui ont fait travailler des enfants sont coupables? Est-ce que du coup, tu es coupable d'avoir acheté un iPhone? Ou est-ce que c'est Apple qui est coupable d'avoir fait travailler des enfants? Exactement, oui, mais tu as acheté Apple. C'est là l'enjeu, là-dessus. C'est-à-dire que à un moment donné, quand tu acceptes en 2022 de mettre une image sur Internet pour Instagram, tu as accepté les conditions générales d'Instagram qui peut-être disaient « Vous inquiétez pas, on laissera pas, on désactivera le clic droit. Quoi. Vous inquiétez pas. » Ça n'a jamais empêché aux gens de prendre des screenshots. Ouais. Sachant qu'en plus, en général, on n'a pas lu les conditions générales. Oui, personne ne lit ça. Mais bon, tu pourrais te retourner si tu as envie de faire le malin d'un point de vue droit ou faire le malin d'un point de vue droit. Donc tu te dis, ok, bon, très bien, je l'ai mis sur Internet, mais à l'époque, on m'avait dit que... Non, ok. Mais il y a un moment donné, comme quand tu es sorti de chez toi, habillé de la manière dont tu veux, tu as accepté le droit que quelqu'un, même si c'est interdit, te prenne en photo en partant de chez lui. Tu vois, genre, tu sors de chez toi, quelqu'un te prend en photo et part en courant. C'est interdit, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Mais la réalité, c'est qu'il a le droit de le faire. Enfin, qu'il a le droit, qu'il a pu le faire, en tout cas. La possibilité existe. Voilà. Et donc, de la même manière, aujourd'hui, l'IA rabat un peu les cartes de ce que est une législation ou pas, parce que, en fait, qu'on le veuille ou non, les gens... Déjà, l'IA va vite, première chose. La technologie va vite. Pour que les gens qui comprennent la technologie puissent en faire des lois, déjà, ça prend du temps. Pour qu'on puisse, à un moment donné, les faire appliquer, ça prend beaucoup de temps. Donc, le temps que ça soit appliqué, la réalité, c'est que la technologie a évolué trop vite. Ouais. Donc, c'est comme dire, c'est injuste, tu vois. La réalité, oui, c'est injuste. C'est tout à fait injuste que quelque chose pour laquelle quelqu'un a mis 10 heures à faire, qu'en 2 secondes, tu puisses le refaire en utilisant les mêmes trucs et que du coup, tu te sens, mais... tu vois, je peux que sentir ce que ça peut représenter. Ouais. C'est dur. En revanche, il y a une réalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des machines qui sont capables de scraper tout ce qui existe sur Internet.
Et on a assez de data, assez de vitesse et assez de bande passante pour faire ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis pas politique. C'est le politique qui dit non mais vous inquiétez pas, on va aller très vite et on va prendre les Avengers de l'IA pour faire de la législation et du coup dans chaque mégaoctet d'internet on va faire de la vérification, ne vous inquiétez pas. Il gagnera peut-être ton cœur mais c'est un mytho. Et de la même manière quelqu'un qui dit non de toute façon les amis c'est le Far West, laissez tomber, arrêtez de créer, enfin what the fuck, laissons les IA faire, etc. Là c'est pas bon non plus. Donc je pense que la solution elle doit être intelligente et non pas restrictive. Elle doit être, selon moi, du genre, ce design a été créé par un être humain à 100%. Ouais. Comme ce produit est 100% local. Mais là aussi, entre l'étiquette et la réalité, il y a un monde. Pour ceux qui s'intéressent au bio, savent que c'est un certain délire. Il y a bio, il y a label Exactement. bio, enfin il y a différence. Ouais. Et donc ça va être, on est dans ce genre d'enjeu-là quand il s'agit d'art et quand il s'agit de création. Et en sachant que ça va vite, et entre le moment où l'agriculteur il va se dire non mais attends, si je veux faire du bio, il faudrait que je structure les choses comme ça, si je veux le label, il faudrait que je fasse ça, et si dans 5 ans, la timeline sur de l'IA n'est pas la même. Donc en fait, le temps que les gens se structurent pour pouvoir dire que ça c'est réel, etc., et qu'il faut des labels, des Nutri-Score, etc., on est loin. Donc il y a un moment donné, il faut mettre son intelligence et sa capacité de ok, on arrive dans un monde où c'est le Far West. Et donc, dans ce monde Far West, ça va être compliqué de faire appliquer des lois. Comment est-ce qu'on s'en protège, en fait ? Comment est-ce qu'on s'en protège ? Et moi, si demain, je suis artiste, ou je crée sur Internet, que ce soit du digital, du print, etc., je me dis, ok, ma zone de génie, c'est la créativité, et de la créativité appliquée à telle chose. Cet endroit-là, sur lequel je suis en train de créer, est compromis. C'est-à-dire que personne joue les règles du jeu. Ça fait mal à ma créativité, donc ça fait mal à mon ADN de créateur, ce qui est très dur, parce que derrière, on peut être blessé, ça peut être très difficile de recommencer, tu te dis mais à quoi bon, etc., etc. Un des travaux peut-être qui peut être intéressant de faire, c'est de se dire, tiens, pendant cette période où il n'y a pas de législation, etc., parce que je suis peut-être un entrepreneur, ou parce que je suis créatif dans mes solutions, est-ce que pendant une durée donnée, je pourrais peut-être réfléchir à une autre mode de créer qui, là, pour le coup, serait irréplicable. Quelqu'un qui fait de la poterie, pour le coup, c'est irréplicable, je veux dire. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des poteries de ce que tu fais ? Une manière de rendre ça peut-être plus physique, peut-être immersion, peut-être là où toi, tu es plus présente ou présent. Et pour moi, c'est une manière de réfléchir pour faire exprimer sa créativité, parce que le terrain sur lequel tu l'exprimes est compromis. Ouais. Ça nous contraint à aller encore plus profondément dans les choses qui sont uniques et spécifiques et particulières à nous, plutôt que de rester dans une création copiable, entre guillemets, par des machines. Ouais. C'est ça que j'entends. Ouais. Et puis, il y a un autre truc, c'est que oui, on a inventé tout ce qui est, les copyrights, on a inventé les règles, etc. Mais quand tu ouvres Photoshop et quand tu commences à écrire du texte, tu t'es déjà posé la question, c'est qui avait écrit ta typo ? Pour beaucoup, non. Beaucoup de designers, à part les typographes eux-mêmes, se sont pas posé la question, tiens, il y a bien un type qui s'est posé et qui a colorié les pixels de Arial Black. Ouais. Et pourtant, tout le monde l'utilise. Et donc, de la même manière que peut-être dans ces enjeux de typo, il y a un type qui a travaillé sur sa typo et que c'était son bébé qui s'est fait racheter par Adobe à un moment donné pour $1 symbolique et maintenant qui est utilisé par tout Internet, il se sent trahi. Et ben de la même manière, il y a plein de gens qui vont se sentir trahis en utilisant les typos de l'AI qui vont être vos images. Et cette personne qui s'est fait racheter sa typo à $1 par Adobe, peut-être qu'elle a laissé tomber le monde de la typographie et peut-être qu'il s'est dit, bon, allez, c'était ma création mais c'était pas moi. Et donc je sais faire d'autres créations et vous savez quoi, pour prendre ma revanche, je vais maintenant faire ceci. Et en fait, tout est une question de voir comment est-ce que tu te fais trahir, comment est-ce que tu vas évoluer vers ça, tu vois. Trop intéressant. On plonge dans tous les sens. Hein, ouais, c'est fou, ouais. Le dernier que j'ai gardé exprès pour la fin et que j'avais envie d'ouvrir quand même, c'est le coût écologique. Parce que, de base, avant que l'IA devienne quelque chose de très généralisé, il y avait déjà plein de discours sur est-ce que le développement numérique de notre société, on est capable de tenir l'enjeu et le poids de tout le coût de ces technologies en termes de métaux rares, l'électricité pour maintenir les data centers, l'eau que ça utilise pour les refroidir. Enfin, tout ça, ce débat, il est là depuis longtemps
beaucoup dans les sphères écolo. Et l'IA vient rajouter une couche en plus. Et j'ai trouvé des études qui ont été faites sur le sujet. Il y en a plein en cours parce que comme c'est encore très neuf, la science qui essaye de mesurer ça rattrape et c'est jamais tout à fait parfait. Mais j'en ai 2 là que j'ai listés sur mon ordinateur à te lire. Il y a une étude qui a été faite à l'université de Copenhague en 2020 qui a mesuré la séance d'entraînement de ChatGPT 3. Et ça équivaut à la consommation d'électricité de 126 maisons danoises en 1 an. Juste l'entraînement du modèle, sachant que depuis, du coup, il y en a des nouveaux qui sont sortis. Et une autre étude en 2021 confirme à peu près les mêmes chiffres. L'apprentissage du modèle ChatGPT 3 aurait consommé à peu près autant d'électricité que 120 foyers américains sur 1 an, soit 1287 gigawattheures, mais bon, je pense que ça ne parle pas forcément aux gens qui nous écoutent. Et c'est quelque chose, notamment très exploré par Jean-Marc Jancovici, qui fait beaucoup de travail sur notre dépendance, par exemple, aux énergies fossiles. Lui, il parle souvent qu'on a des esclaves énergétiques. On a l'équivalent de 50 esclaves qui bossent pour nous à notre place, mais qui sont faites par du pétrole et pas par des humains. Qu'est-ce que c'est ton regard là-dessus ? Est-ce que tu as exploré ces trucs-là ? Et est-ce que tu crois que peut-être un jour, on n'aura plus les ressources et les matières premières pour soutenir toute la technologie qui, aujourd'hui, soutient nos entreprises à nous, le monde dans lequel on vit ? Bah, déjà, premièrement, là aussi, disclaimer, moi, je suis pas un expert du sujet. J'ai des avis. J'ai des avis surtout très nuancés. Pour moi, il n'y a pas de noir ou blanc là-dedans. C'est très difficile. Hyper dur. Comme sujet. Et puis surtout, je pense que c'est aussi facile. Dans le sens où, quand quelqu'un dit « oui, on est des esclaves énergétiques », faut pas oublier que les 200 dernières années, là où on dit maintenant aux Indiens, aux Chinois d'arrêter de se développer alors que nous on l'a fait et c'est très facile de le dire après, genre esclave énergétique et faire des slides à Sciences Po. Pour moi, faire entendre quelque chose à quelqu'un quand il l'a pas vécu ou quand il n'a pas la connaissance nécessaire pour le comprendre, c'est très compliqué. Donc en fait, il y a un enjeu d'éducation. Pourquoi je te parle de ça ? C'est parce que dire à un développeur qui est chez lui, qui ne vit que par je veux explorer techniquement comment ça marche le futur de l'IA, il s'en fout en fait. Donc à un moment donné, il y a un enjeu de vulgarisation sur l'écologie. En fait, il est là, c'est très bien, et je pense que il y a plein de gens qui le font et on le fait de plus en plus. Très très cool. L'enjeu de vulgarisation pour pouvoir dire que c'est important pour les gens. Après, il y a le dire ce qu'ils peuvent faire pour être mieux, etc. Et donc là-dedans aussi, on est assez bon, tu vois, en France. Il y a dire ce que les autres devraient faire. C'est ce qu'on peut faire d'un point de vue local, tu vois, trier, etc. Faire en sorte de consommer le moins possible de plastique, etc. Ça, tu peux le faire d'un point de vue local. Et puis, il y a ce que les autres devraient faire, qui est au détriment de l'innovation ou qui est au détriment de telle et telle chose. La réalité, c'est que pour moi, à ce moment-là, j'ai pas le niveau de connaissance nécessaire pour vous dire ce qu'il faudrait ou ce qu'il faudrait pas faire. Tout ce que je sais, moi, c'est que l'exemple que tu as donné, je pense qu'il est très vrai. Genre, ce que ça consomme de faire tourner des serveurs, enfin, c'est de la folie. Faut pas oublier que le temps de... Ce qui peut faire encore plus peur, si tu veux, c'est que le temps d'entraînement de ChatGPT pendant une journée, les 124 maisons danoises, ou je sais pas exactement combien, faut pas oublier qu'une fois que ça a fini d'entraîner, ils n'ont pas arrêté la machine. Hein. Bah non, ça continue. C'est en cours depuis. Donc en fait, tu peux aller très loin là-dessus. Ouais. Et disclaimer, il y a un scoop aussi, c'est que pour faire tourner Internet, ça consomme. Hein. Ah ouais, de fou. Donc pour faire diffuser ce podcast, vous qui l'écoutez sur un appareil, ça coûte. Et oui. Pour à un moment donné faire une requête, ça coûte. Les gens qui disent oui, supprimez vos mails parce que ça consommera moins, faut pas se leurrer les gars, c'est pas supprimé en fait. Et puis le poids d'un mail est en vrai ridicule par rapport à des choses beaucoup plus larges et systémiques. Mais... Aussi, mais ce que je veux dire c'est que quand on dit, par exemple, cet exemple de supprimer les mails en disant supprime tes mails, c'est pas écolo, c'est pas vrai les amis. Genre les Google, Facebook, Apple aujourd'hui s'en foutent de ça. Ça, il faut en être conscient. S'il y a un moment donné, tu demandes à Jeff Bezos de choisir écologie ou innovation, il te répond innovation, mais sans cligner d'un œil. Ça, c'est la réalité. Maintenant, quelle est ma position là-dessus ? C'est ce que j'allais dire. Comment on fait au niveau individuel, sachant ça ? Voilà. Donc, en fait, là-dessus, c'est est-ce que toi, à ton niveau individuel,
t'es capable de te dire, bon là, j'arrête d'utiliser, quoi, en fait. C'est la seule solution. Mais pour moi, elle n'est pas souhaitable. Il y a un moment donné, tu dis, bon, allez, tu sais quoi, Spotify et compagnie, bon, terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter d'utiliser nos ordi, arrêter d'utiliser nos téléphones, on va arrêter d'utiliser, on va consommer de moins en moins. Parce qu'il faut oublier, à partir du moment où tu te connectes à ta Freebox, tu consommes. Ouais. À partir du moment où ton ordi commence à se connecter sur Internet, tu envoies des requêtes et c'est pas parce que tu fais rien sur ton ordi qu'il n'y a rien qui se passe. Hein. Donc en fait, ça voudrait dire que à ton niveau local, tu arrêtes d'utiliser la technologie. Moi, je trouve pas ça souhaitable. Maintenant, ce que je trouve souhaitable, c'est comme on a découvert grâce à l'IA des métaux qu'on ne connaissait pas, des structures organiques qu'on ne savait pas qu'elles existaient. Et ben de la même manière, moi je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'on va trouver une solution technologique. C'est ça qui te donne de l'espoir? Parce que j'allais te demander qu'est-ce qui te donne de l'espoir, sachant que les gens qui décident s'en foutent. Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est... Oui, mais moi, ce qui est clair, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix que de trouver une solution. Déjà, ça, c'est clair. Pour moi, j'ai pas le choix d'arrêter d'innover ou de... Je pourrais, du coup, sign out et ne plus jouer dans le jeu, mais la réalité, c'est que ça va m'impacter quand même si je suis sur une île et que si je vois des nuages marrons, enfin, il y a un moment donné, ça va m'impacter. Moi, je suis assez persuadé que c'est technologiquement qu'on va trouver la solution. En fait, je pense qu'on réalise pas le niveau d'intelligence d'une IA à nous aider à faire ça, en fait. C'est effectivement... En tout cas, il y a des sujets où on se dit, comme on ne maîtrise pas ce qui se passe à partir d'un certain niveau de QI, ça se trouve, des choses plus intelligentes vont effectivement trouver des solutions que nous, on n'est pas capable d'imaginer. Sachant qu'une de ces solutions est potentiellement l'espèce humaine est devenue beaucoup trop large pour ce qu'elle mérite comme place, et c'est la taille de la domination de l'espèce qui doit être réduite, et que du coup, en tout cas, il y a des discours sur l'IA qui disent que ce raisonnement pourrait faire sens à un moment et dire il faut buter les humains, quoi. Ça devient Matrix et Terminator. Moi, je pense pas plutôt à celui-là, mais je trouve une solution plutôt technologique, tu vois, où l'IA nous aiderait. En fait, l'IA rend meilleurs les êtres humains à prendre des décisions, comprendre, ils ont plus de data. Enfin, je veux dire, il y a pas de doute là-dessus. Et donc, si, comme tu disais, aujourd'hui, si t'as... Je sais pas, si t'as un ordinateur avec 128 mégabits de mémoire et que tout d'un coup tu mets 3 gigas de mémoire vive, tu fais plus de choses sur ton ordi. Ouais. Et l'IA, c'est un peu ça pour les êtres humains. Et donc là où, en fait, il te fallait, je sais pas, 10 ans pour télécharger un fichier de temps et que maintenant il te faut une journée, ça change la donne, en fait, en termes de réflexion. Et pour moi, je veux pas faire de généralité, mais je trouve que là où on dit qu'il faut tout arrêter, c'est un peu de la même réflexion de « Ah non, mais moi, je sign out du game ». C'est-à-dire, je veux que tout le monde, d'ailleurs, sign out du game. Mais il y a de grandes chances que la personne qui dit de sign out ne sait pas brancher un ordi. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, encore une fois, pas de généralité, mais ce que je veux juste te dire, c'est que ceux qui, à un moment donné, ont voulu prendre une décision très, tu vois, très radicale, à un moment donné, genre il faut que il y a de grandes chances qu'il n'ait pas exploré comme l'ont exploré les personnes qui sont en train de l'explorer. Et donc... Oui, que ce soit du biais de confirmation d'un truc déjà pensé, structuré dans la tête de la personne. Et... Moi, je connais pas beaucoup de gens qui sont écolos, qui du jour au lendemain se sont dit « En fait, j'ai appris un truc, les gars, on va réfléchir différemment ». C'est très difficile, politiquement parlant. Et je connais pas non plus des gens qui, du jour au lendemain, se sont dit « Ok, bon les gars, on arrête tout, on va... » Tout est nuancé, tout est à nuancer. La seule chose que nous, on peut faire, c'est écouter les deux camps, écouter tous les camps possibles et se faire une idée. Moi, mon idée, c'est que ma position... Avec ton niveau de connaissance actuel. Ouais, exactement, avec mon niveau de connaissance actuel, que, en fait, c'est un enjeu qui est très important. Je trouve qu'on n'est pas encore au niveau de l'importance que ça devrait être dans nos vies. Et chacune de nos décisions devrait être impactée par ça, mais aussi prendre conscience de est-ce que prendre un avion c'est plus important que trier des poubelles, est-ce que c'est plus important que ça. Oui, il y a des poids. Exactement, et je pense que beaucoup de gens n'ont pas la mesure de ces différences. Et l'autre truc, c'est, moi je suis persuadé que c'est technologiquement qu'on va trouver la solution. C'est pas avec nos cerveaux d'humains à notre niveau aujourd'hui, ni avec nos bras et nos 4 membres qu'on va, en faisant des marches, comprendre ça. Pour moi, c'est technologiquement parlant parce que on oublie complètement la puissance de calcul que réside dans tout ça, en fait. Je pense que les gens n'imaginent pas la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui.
Moi, j'ai pas l'espoir là-dessus de base. Pourquoi ? Je pense qu'on s'est nourri, toi et moi, de différentes sources de choses. En ce moment, je suis en train de lire... je me prends de fascination pour les sujets autour de l'économie régénérative. Je plonge un peu dans les mouvements autour de la post-croissance et la décroissance. Et du coup, c'est des mouvements où la vision du découplage entre le niveau de confort qu'on a aujourd'hui, la croissance économique, etc., et les ressources écologiques et les matières premières naturelles que ça demande n'arrive pas à se décorréler. Tout le discours du gouvernement, c'est de dire on veut le découplage, la croissance verte, nanana, nanana, et donc ces mouvements n'y croient absolument pas. De la même manière, j'arrive pas encore à entrevoir comment, dans un monde avec des ressources limitées, qu'on remplace peut-être petit à petit, et c'est ce qui se passe, si on utilise une matière première, quand il n'y en a plus, on passe à une nouvelle, c'est ça qui se passe depuis un moment. Mais j'arrive pas à embrasser la confiance de me dire ça suffira à maintenir toutes les choses qu'on n'arrête pas de construire les unes sur les autres. Mais le fait de me dire effectivement je ne maîtrise pas et ne comprends pas la puissance dingue de ce que l'intelligence artificielle va être capable de faire quand elle aura dépassé de manière incroyablement substantielle notre intelligence à nous, effectivement, il y a une inconnue. Et je pense que la vraie question, comme tu le dis, c'est est-ce que je mets ma confiance dans cette inconnue ou pas ? Et j'ai l'impression que toi, tu as cette confiance et putain, ça doit faire du bien de l'avoir. et moi, je ne l'ai pas encore. Il y a une différence quand même entre ce que tu as dit, c'est continuer sur notre niveau de consommation et notre niveau de à quel point on continue de construire, etc. Ce que j'ai pas dit, c'est il faut tout autant de continuer de construire, etc. pour notre confort, parce que de toute façon, le problème, il est là. Et donc, tu n'as fait que décaler la trouvaille de la solution. Je suis pas en train de dire ça. Moi, je suis pas pour qu'on construise des tours enfin, je veux dire, toutes les semaines. Enfin, je suis pas pour ça. Ouais. J'ai un niveau de confort suffisant, j'en ai pas besoin de 10 fois plus. En fait, je sais que ça va pas me rendre 10 fois plus heureux. J'aime bien marcher. Tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de 10 fois plus de confort. Oui, je parle au niveau sociétal, ouais, pas individuel, en vrai. Ouais. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, moi, de mon côté, c'était... Moi, mon espoir, il est que c'est dans la technologie qu'on va trouver la solution. Il n'est pas de dire, vu que c'est dans la technologie qu'on va trouver la solution, on peut continuer à faire ça. Et je pense qu'il y a une nuance là-dedans à apporter. La deuxième chose, c'est que... Oui, c'est pas pour ou contre la technologie. Ouais. Et il y a pour et contre la technologie, pour et contre la croissance. C'est deux débats qui sont souvent mis côte à côte, mais qui sont pas... Et tu disais, et moi, j'ai regardé pas mal de conférences de Jean Covici que tu étais en train de citer. Et en fait, la question que moi j'ai à poser, moi je sais quoi dire aux personnes. Quand j'ai l'espoir que la technologie va nous sauver, moi je sais quoi faire. Hein. Je creuse à mon niveau, j'y vais, je découvre, je me documente, j'essaie de comprendre et j'essaie d'innover. Tu vois, je vais dans ce sens-là. Ce qui m'a personnellement refroidi sur le côté dans l'autre camp, si on veut polariser les choses, c'est oui, mais qu'est-ce que je fais personnellement, je fais quoi? Comme l'histoire de la... Ouais, on sait pas où se mettre. Ouais, tu fais quoi en fait? C'est tu arrêtes d'utiliser ton ordi, OK, en fait, donc il y a un niveau psychologique avec lequel tu es OK d'arrêter, donc tu peux peut-être aller dans un écolieu, tu peux peut-être à un moment donné te déconnecter un petit peu, etc. Mais non, ce qu'il faudrait vraiment, si tu veux jouer le jeu, c'est que tu fais ce que Jean Covici, c'est que tu crées des mouvements de foule qui font que. Ouais. Mais tu leur dis quoi à l'échelle individuelle? Si c'est pas un MLM que tu veux faire, c'est quoi à l'échelle individuelle que tu veux dire non, écoute, j'aimerais que tu... Ouais. Quels sont les comportements souhaitables du coup dans cette vision-là? Moi, je sais quoi dire de l'autre côté. Et c'est la raison pour laquelle j'ai plus d'espoir d'un côté que d'un autre, parce que je sais que chacun peut y contribuer. Je te propose qu'on embrasse notre rituel de fin de podcast, Shubham. Même si j'aurais grand plaisir à continuer, mais je me dis, il y aura peut-être un épisode 2. Peut-être. Ce que je fais depuis le début de ce podcast, c'est que je demande à chaque invité à la fin de contribuer une question pour faire avancer les réflexions des gens, les conversations qu'on peut avoir avec des personnes autour de nous. Et sur les 100 premiers épisodes, j'ai pris toutes les questions que chaque personne a posées
Et on est en train d'en faire un jeu de cartes pour que t'écoutes le podcast, tu tires une carte, tu pars dans tes réflexions, d'écriture ou des conversations chouettes. J'en ai tiré une au sort pour toi, parce que malheureusement, j'ai pas encore le jeu de cartes physique, donc je les ai tirés au sort. Et c'est une question de Valentin Decker. Je crois que tu connais Valentin, dans l'épisode 49, qui demande, à ton sens, qu'est-ce que tu pourrais créer de nouveau aujourd'hui qui aura encore de la valeur dans 5 ans? Genre moi spécifiquement ou les gens? Toi, Shubham. Ok. Moi, c'est... En fait, c'est aussi simple. Je sais que dans 5 ans, YouTube existera encore. YouTube n'est pas parti et ne va pas partir. Et donc, une des super manières, c'est de laisser une trace digitale en expliquant des choses aux gens. Et donc, pour moi, ça se mettrait sous la forme d'un contenu éducatif, ce que je fais déjà, mais qui aurait un impact sur les 5 prochaines années. Pour donner un exemple, j'ai fait une vidéo sur le SEO, qui est encore dans le top 5 des requêtes quand tu tapes SEO, qui explique ce que c'est que la base du SEO, et uniquement maintenant a commencé à descendre 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, parce que le SEO a changé. Et donc c'est quels sont les contenus très, pour utiliser le gros mot evergreen, sur des concepts technologiques qui ne bougeront pas sur les 5 dernières années et qui pourront continuer d'apporter de la valeur. Pour moi, ça serait ça. Est-ce que tu vois une idée ou un concept ou quelque chose sur lequel tu te dis, si je crée une vidéo sur ça maintenant, dans 5 ans, elle aura encore de la valeur? Je pense que expliquer ce que c'est vraiment que la GenAI à des gens qui n'ont jamais entendu parler de GenAI, faire un contenu de vulgarisation là-dessus, ça aura toujours de la valeur. Ce que j'ai fait sur l'API, j'ai fait une vidéo sur ce que c'est qu'une API. Ouais. Et je crois que ça fait 3 ans et elle engrange toujours beaucoup de vues parce que c'est une vidéo qui, avec un concept simple, explique ce que c'est, ce genre de délire. Peut-être que cette vidéo sera complémentaire à notre conversation sur le podcast aujourd'hui. Quelle question est-ce que toi tu voudrais contribuer à ce jeu de cartes du coup, pour que les gens qui nous écoutent repartent avec quelque chose à explorer, que ça crée une conversation quand les gens la tireront ensemble? La question qui me vient par rapport à notre conversation, c'est de manière très réelle, si les gens se regardent dans un miroir, qui se posent la question, quelle est l'action ou le set d'actions que je fais vraiment pour aller dans la direction de mes convictions politiques principalement. Trop bien. J'ai hâte d'avoir les réponses déjà. S'ils veulent te répondre, elles veulent te répondre, je les envoie où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on regarde ce que tu fais? Alors je suis, comme je disais, au final à part YouTube, très peu présent sur les autres réseaux. J'ouvre quand même ma messagerie LinkedIn de temps en temps. Donc sur LinkedIn, je pense que c'est le plus simple. Ok, donc Shubham Sharma, LinkedIn et YouTube du coup. Yes. Merci Shubham. Merci à toi pour ces questions, c'était top.